Les banques centrales ne veulent pas de rallye de Noël. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la réalité statistique du rallye de Noël pour le CAC 40 depuis 1987, la mise à jour de mes indicateurs de probabilité de récession pour 2023, et bien sûr la mise à jour de mon analyse technique immédiate des indices boursiers. Et enfin, où en sont les traders institutionnels sur le marché action? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 19 décembre 2022. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Comme chaque lundi, d'ailleurs roulez cœur, bon début de semaine à toutes et à tous. Quelle semaine la semaine dernière qui a vu les banques centrales rappeler alors déjà elles ont toutes monté leur taux de 50 points de base en plus, la Fed, la BCE, la Banque nationale suisse, la Banque centrale du Japon. Elles ont toutes rappelé que ces taux resteront élevés pendant de nombreux mois pour briser l'inflation. Selon elles, l'inflation n'est pas vaincue. Et elles sont même en train de dire, mais implicitement, doucement, dans le coin de l'oreille comme ça, qu'elles sont prêtes à déclencher une récession, voire pour certains avis, qu'elles souhaiteraient une récession pour briser l'inflation. Mais me direz-vous pourquoi? Je vais tout vous montrer. Alors, on commence par l'analyse technique. La résistance à 4100 points, rappelez-vous, ma frontière chartiste, elle a rejeté les cours, le bear market reste actif. Où en sont les données quantitatives, le momentum, la partie du sentiment, je vous montre tout ça. On commence par ça, on élude la partie technique. Ensuite, ce fameux rallye de Noël, alors qui a eu lieu entre mi-octobre et mi-décembre, donc c'était plutôt un rallye de dernier trimestre. Qu'est-ce que c'est statistiquement? Au-delà des mots, des phrases. Je suis allé travailler pour vous tout l'historique depuis 1987. J'en ai tiré des moyennes, vous allez voir, c'est marrant. C'est intéressant en tout cas. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, je vous ai fait une vidéo sur les indicateurs de probabilité d'une récession. Je les ai tous mis à jour, j'en ai trouvé d'autres. Alors, récession ou pas, plus ou moins certaine, là aussi, c'est passionnant. Et les données de participation des institutionnels que je vais vous chercher chaque mois lorsqu'elles sont mises à jour, vous allez voir, ils sont restés archi défensifs. Dans le rebond depuis 2 mois, ils n'y ont pas cru. Enfin, en tout cas, il y a plein d'indicateurs qui montrent que pour eux, ce n'était qu'un bear market rally. Allez, mes amis, je me réduis. Donc, la vidéo est disponible au format podcast, toujours pareil en suivant le même titre. Et donc, c'est parti, on commence par l'analyse technique. Les banques centrales ne veulent pas de rallye de Noël cette année. Elles ne veulent pas parce que même c'est potentiellement même inflationniste. Le plan s'affiche sous vos yeux. Alors, un bull trap qui termine un bear trap, un bull trap qui termine un bear trap. Et oui, mes amis, vous vous souvenez toutes et tous. Ça, je commence par les concepts techniques. Comme ça, l'analyse technique, c'est fini en 4 minutes. Je vous expliquais, il y a 2 mois, qu'un bear trap est toujours suivi d'un contre-pied haussier. C'était la fausse cassure du support le 13 octobre dernier sur le S&P 500, les 3006, réintégration bull market. Eh bien, la semaine dernière, avec l'inflation US, le 13 décembre, on a eu un bull trap, un piège technique haussier, et s'applique le contre-pied baissier. Ça, c'est la théorie chartiste, elle s'est vérifiée. Le bear trap du 13 octobre 2022 a été neutralisé par le bull trap du 13 décembre 2022 et donc nous restons en bear market. Alors, c'est le moment pour moi de justement mettre à jour un certain nombre de points techniques. Où est-ce que nous en sommes d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue du sentiment, d'un point de vue du chartisme, d'un point de vue des secteurs? Que s'est-il passé en fait depuis 2 mois dans ce bear market rally? Eh bien justement, ce bear market rally, alors, reste actif. Déjà, avant de vous montrer le graphique du S&P 500, je vous laisse observer ici quelle a été la hiérarchie sectorielle en 1 mois. Depuis 1 mois, regardez les secteurs les plus performants. Utilities, Healthcare, Consumer Staples. Rappelez-vous ma vidéo sur les secteurs. Ce sont les 3 secteurs les plus défensifs avec le bêta le moins élevé, sous 1. Staples. Les produits c'est la consommation de base, alimentation, boisson, les utilities, la santé. Dans le rebond depuis 2 mois, c'était les secteurs défensifs qui étaient achetés. Et même, c'était la preuve que nous avions un bear market rally, enfin un argument.
Alors, y a bien sûr d'autres éléments d'analyse. Clairement, pour certains, il y a encore la possibilité que nous soyons en comparaison avec 2001 et 2008. Alors, tout d'abord, je vous invite à aller voir dans la section de la liste des vidéos où vous avez, avec Thomas et moi, avons eu le plaisir de réaliser cet Outlook 2023. Vous avez ça dans la liste des vidéos sur la chaîne. Je vous invite à aller le voir. Vous allez voir, nous avons couvert tous les marchés. J'espère que ça vous plaira. Jetez-y un œil. Un bear trap qui clôture un bull trap. Voici donc le zoom que je vous propose. C'était le bear trap ici en séance fausse cassure du 13 octobre. Réintégration bull market, et là, le bull trap, après l'inflation US, c'était la semaine dernière, et le contre-pied. Donc, et d'ailleurs, sous la fameuse résistance, rappelez-vous, c'était ma résistance, je ne m'approprie rien. C'était ce que l'analyse technique, enfin ma lecture de l'analyse technique, mettait en avant comme frontière entre le développement du bear market ou son interruption. Malheureusement, c'est le développement du bear market qui a été choisi par le marché. Et donc nous sommes maintenant, alors que la fin d'année approche, dans une phase latérale. Alors, ce trading range, moyenne mobile simple à 50 jours, moyenne mobile simple à 200 jours, je vous rappelle, les croisements à la baisse Death Cross, Golden Cross, Death Cross, bon bah là on n'aura pas de Golden Cross tout de suite. Bref, nous sommes dans l'immédiat sous 4100, donc le bear market continue de se poursuivre. Cette semaine, si on casse 3009, on ira à 3650. Si on tient 3009, on peut faire un trading range ici comme ça jusqu'à la fin d'année. La comparaison avec les grands cracks boursiers de 2001 et 2008 reste actif. C'est ça le problème avec la semaine dernière. Si on fait une comparaison, si on superpose le marché là baissier de cette année avec ce qui s'est passé ici en 2001, 2002 et 2007, 2008, 2009, nous serions quelque part par là. Ici pour la bulle spéculative 2.0 et ici pour la crise financière de 2008. Et c'est donc le danger, désormais, nous sommes exposés à un tel décrochage, et un tel décrochage serait donné par l'enfoncement donc des 3500 points, 50% de retracement de tout le rallye haussier, ici, suite à la crise sanitaire. Bon, on verra bien. Moi, autant vous dire, ce scénario-là, je n'y crois pas. Il est uniquement possible en cas de récession plus inflation. Ce serait une catastrophe. Une récession qui ne viendrait pas briser l'inflation. Là, on aura ce scénario-là. Mais si la récession, et elle se précise, brise l'inflation, on aura rapidement une inflexion de la politique monétaire des banques centrales qui viendra équilibrer. Alors, avec la récession, le marché baisse. C'est la prochaine partie de la vidéo. Mais un scénario comme ça, à moins 50, moins 60, moi j'ai du mal. Chacun son opinion. En tout cas, la comparaison reste tout à fait valide après ce qui s'est passé la semaine dernière. Et donc voilà, vous avez ici le S&P 500, l'épaule tête épaule, le rejet sous la résistance. Vous constatez comme moi le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis. Bon voilà, vous constatez comme moi où est-ce que nous en sommes. D'un point de vue quantitatif, en fait, on continue de corriger le surachat. Et je vous ai montré ça il y a 2 semaines. Vous avez ici le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On était sous résistance il y a 2 semaines, au même moment où le pourcentage d'actions du S&P 500 sous la moyenne mobile à 20 jours était sous résistance. Et donc, alors regardez, la bonne nouvelle, c'est que le pourcentage d'actions sous la MM simple 20 jours s'est bien dégonflé. On est bientôt en zone de rebond. Les 5 ans, alors la 200, on retrace ça, ça va stabiliser par là. Et les 50, on y est presque. Donc peut-être qu'en fin de semaine, la 50 est là. Voilà. En fin de semaine, on aura à nouveau des conditions de survente pour un rebond, peut-être pour un mini rallye de Noël. Peut-être, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable d'un point de vue de cette analyse quantitative. Alors, c'était donc un bear market rally où on est le sentiment des traders institutionnels. J'utilise pour ça, vous le savez, donc chaque semaine, vous avez l'étude de la Bank of America. Donc chaque mois, la Bank of America
réalise une étude sur le comportement des institutionnels. Nous avons des statistiques d'exposition, d'allocation d'actifs. Que s'est-il passé entre le 13 octobre et le 13 décembre, donc ce fameux rallye de dernier trimestre qu'ont fait les institutionnels? S'ils y avaient vraiment cru, déjà, ils se seraient exposés au secteur offensif, à fort bêta. Je vous ai montré qu'ils se sont surtout exposés au secteur défensif. S'ils y avaient cru, dans l'allocation d'actifs, que je peux résumer par actions, obligations, cash, ils auraient réduit la part du cash pour la distribuer sur les actions et les obligations. Malheureusement, dans ces 2 mois de rebond, la part du cash est restée stable, à environ 6% des portefeuilles, ce qui est au-dessus du sommet de la crise financière de 2008, mais en dessous des sommets atteints au début du siècle. On va regarder ça. Récemment, donc, la toute dernière étude de la BOFA est sortie la semaine dernière. Elle sort au milieu de chaque mois. Et les institutionnels font de la surperformance du cash. Ils l'ont encore déclaré. Donc, ils n'y croyaient pas. Donc, voilà. Ça permettait de qualifier le rebond entre le 13 octobre et le 13 décembre d'un bear market rally qui construit une tendance baissière et non pas d'une phase précoce, un renversement haussier à la fin du bear market. Mais ça, bon, on en comprend les raisons fondamentales. Donc, voilà les données qui s'affichent sous vos yeux, qui viennent donc de la Bank of America. Vous avez donc, voilà, la part du cash. Voilà. Écoutez, la dernière étude de la BOFA, Fund Manager Survey, la part du cash, sans surprise. La part globale du cash est en petite baisse à 6%. Alors attention, là c'est octobre 2022, entre-temps il y a eu novembre 2022. C'est en légère micro-baisse, mais ça reste extrêmement élevé, au-dessus du sommet de la crise sanitaire ou encore de 2008. CAC 40, faut-il dire adieu au rallye de Noël pour ce mois de décembre? Mais déjà, qu'est-ce que c'est le rallye de Noël? Je suis allé travailler pour vous tout l'historique du CAC 40 depuis 1987. Je suis allé travailler statistiquement la performance de chaque semaine de trading du mois de décembre. Car dans le mois de décembre, vous avez 4 semaines de trading. J'ai voulu isoler ce facteur car il s'agit de saisonnalité. Le rallye de Noël est un principe qui appartient à la saisonnalité, qui est simplement l'étude statistique de la performance de certaines périodes temporelles sur un actif financier désigné, entre autres ici le CAC 40. Eh bien, statistiquement, on isole que le rallye de Noël, lorsqu'il a lieu, a une probabilité de se développer entre le milieu de la 3e semaine et le milieu de la 4e semaine de décembre. Ce qui pourrait correspondre à partir du milieu de cette semaine, alors on vient de prendre un crash, un micro-rebond, mais ce serait pas un vrai rallye de renversement haussier, soyons clairs. Alors je vous montre tout de suite ces statistiques que j'ai pris le plaisir, donc ce week-end, à vous calculer. Alors où est-ce que c'est passé qu'est-ce qu'on a là, ici? Non, alors ça justement, ça c'est le fichier de calcul, on s'en fiche. Donc oui, alors... Le CAC 40, j'ai choisi le CAC 40, mais ça aurait pu être valable pour tous les grands indices boursiers. Le mois de décembre se compose donc de 4 sessions de trading. Donc c'est ça. Tout l'historique que j'ai bossé, c'est ça. Donc on prend tout le CAC 40 depuis 87 jusqu'à nos jours. Et je me suis intéressé à chacune des semaines pour savoir justement où se trouve ce rallye de Noël. Alors, voilà les résultats. Donc ça c'est un graphique que j'ai sorti de mon Excel. Vous avez donc le mois de décembre est divisé en 4 semaines de trading, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et là donc depuis 1987, la performance moyenne de chacune de ces semaines. Eh bien écoutez, vous voyez, c'est la 3e semaine du mois de décembre. Et cette 3e semaine du mois de décembre, là elle vient de commencer. Mais ce n'est qu'une moyenne. C'est-à-dire que depuis 1987, il y a eu des 3e semaines du mois de décembre négatives. Donc, s'il doit y avoir ce fameux rallye de Noël qui là ne serait qu'un rebond technique, ce serait entre là le milieu de cette semaine et le milieu de la semaine prochaine. Et vous comprenez bien que ce sera anecdotique. Voilà, c'est bien ça que je voulais vous rappeler. Ce ne sera pas cette année où on sera dans la moyenne, où ce sera techniquement anecdotique, parce qu'on a rejeté sous les résistances majeures. Et que surtout, on a eu un énorme rallye entre mi-octobre et mi-décembre, donc il ne faut pas rêver. Voilà, mais en tout cas, statistiquement, voilà ce que cela nous donne. Alors, la Fed veut une récession pour briser l'inflation. La Fed veut une récession pour briser l'inflation, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, ça, bien sûr, c'est mon avis. Naturellement,
que les banques centrales, lorsque vous les interrogez ou lorsque vous étudiez en détail les dernières conférences de presse de M. Powell ou de Mme Lagarde, ils nous disent qu'ils ne croient pas en une récession. Il n'est pas de question de savoir s'ils la souhaitent ou non. Ils nous disent qu'ils croient en une inflation élevée, durable, et qu'il faut la briser par des taux élevés pendant longtemps, mais ils ne croient pas en une récession. Mon opinion, moi, c'est qu'ils la souhaitent pour briser définitivement une inflation qu'on n'a pas vue depuis plusieurs décennies. Alors, y a-t-il un lien entre récession et inflation ? Eh bien, historiquement, toutes les récessions ont été des briseurs d'inflation. Donc on peut comprendre pourquoi ils ont ce souhait. Ils ont ce souhait caché. Toutes les récessions historiques ont été des briseurs d'inflation. C'est ce qu'on regarde d'un point de vue technique. Voici donc... Alors, ces données viennent de la BLS, du Bureau du travail américain. Vous avez donc au XXIe siècle les grandes récessions, il n'y en a eu que deux. Mais regardez l'impact, par exemple, ici le taux d'inflation, alors qu'il est en baisse, mais voyez ici l'impact de la crise sanitaire sur l'inflation, briseur d'inflation. Voyez l'impact de la récession de la crise financière sur l'inflation, briseur d'inflation. Les banques centrales veulent une récession car c'est l'assurance d'enterrer définitivement la tête coupée l'inflation au cimetière. Alors maintenant, probabilité de récession 2023 entre optimisme et pessimisme. Alors rappelez-vous, je vous avais proposé il y a 3 semaines une vidéo avec mes meilleurs indicateurs de probabilité d'une récession. J'en ai ici ressorti certains que je vous avais proposés il y a 3 semaines, que j'ai mis à jour, et d'autres nouveaux. Et dans une prochaine vidéo, je recompilerai tout ça pour faire la synthèse d'une bonne dizaine et que je suivrai chaque semaine. Mais en fait, que je suis déjà chaque semaine. C'est tendu quand même. Pourtant, les banques centrales n'y croient pas. Moi, je trouve que nous sommes beaucoup trop optimistes. Mais peut-être que nous aurons non pas une récession, mais ce qu'on appelle un soft landing. C'est possible. Ça, c'est 2023 qui nous le dira. Et de savoir si en 2023, on aura une récession ou un soft landing, un ralentissement en douceur de l'économie, les conséquences sont complètement diamétralement opposées pour le marché action. C'est pour ça qu'il faut suivre ça chaque semaine. Alors, ici, donc, je rappelle dans cette vidéo donc, ce que je vous propose cette semaine, l'inversion de la courbe des taux, où l'inversion de la courbe des taux a prévu les 7 dernières récessions. Voici le graphique qui nous vient de Guru Focus. Voilà, je vous montre la source. Et qui nous rappelle que toutes les inversions de la courbe des taux ont prévu les récessions depuis 50 ans. Le fait que les indices PMI de market basculent sous 50, les données du marché du travail américain, le prix du pétrole et du cuivre. Vous allez voir, le prix du pétrole et du cuivre sont en baisse depuis cette année. Et moi, je pense que ce qui se passe sur le cuivre et le pétrole depuis 4 mois, c'est précurseur d'une récession. Et la demande pour l'immobilier résidentiel américain. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez à 14h30 la mise à jour de l'indicateur ANHB Index de demande pour l'immobilier résidentiel américain. C'est en chute libre. Et donc, je vous montre ça. Voilà, donc là, nous avons des indicateurs qui indiquent que la récession est quand même assez probable pour l'année prochaine. D'abord, l'inversion de la courbe des taux. Où est-ce qu'on en est ? Eh bien, nous en sommes là. Elle reste sur un niveau extrême. Je l'ai représenté ici, l'inversion des courbes des taux aux États-Unis en faisant le spread de taux entre le 10 ans américain et le 2 ans américain, c'est la courbe marron, eh bien nous sommes sur un plus bas de 40 ans, il n'y a pas de sujet. Cette inversion de la courbe des taux nous annonce de manière quasi certaine que nous aurons donc une récession. Maintenant, quelle est la probabilité d'une récession selon le marché du travail US ? C'est là où le marché reste encore largement optimiste. Vous avez sous les yeux les datas qui proviennent du Bureau américain du travail, la BLS. Vous avez à gauche le nombre de personnes au chômage pour l'ouverture d'un travail, pour l'ouverture d'un job. Tant qu'on reste sous 1, et voilà, donc tant qu'on reste sous 1, c'est-à-dire que vous avez donc plus de nouveaux jobs que de nouvelles personnes au chômage. Au moment de la crise sanitaire, regardez, les périodes de récession sont indiquées ici par cette phase mise en surbrillance.
ici la crise financière de 2008 ou là le Covid, ou par exemple pour la crise sanitaire, vous n'aviez qu'un job ouvert pour 5 personnes au chômage. Et bien là, vous avez un job ouvert pour moins d'une personne au chômage. C'est vrai que pour le moment, le marché du travail américain ne nous indique pas de récession, ou encore ici le taux de chômage aux États-Unis, avec indiqué en surbrillance grise et les récessions. À chaque récession, c'était l'envolée du taux de chômage. Là, eh bien, il reste flat. Donc oui, effectivement, le marché du travail américain, pour l'instant, nous dit qu'il n'y a pas de récession. Mais l'inversion de la courbe des taux nous dit qu'il y en a une certaine. Alors, il faut creuser. Et alors, ces statistiques du chômage, c'est chaque semaine. Hein. Vous avez tout sur la BLS. C'est un super site. Le marché, enfin, les États-Unis sont le pays de la statistique et tout est à jour régulièrement. Tout peut être importé dans Excel. On peut se faire plaisir pour vraiment suivre ça au plus près et essayer de voir un peu avec les courbes ce que l'économie réelle nous prépare. Alors toujours dans ces indicateurs de probabilité de récession, la performance des matières premières, voilà ce que je vous ai préparé ce week-end. La performance annuelle des matières premières comparée donc entre l'année 2021 et 2022. Alors 2021, c'était la hausse de toutes les matières premières. Ici, vous avez l'axe haussier positif. Mais regardez ce qui se passe en 2022. Malgré la guerre en Ukraine, malgré tout, le cuivre perd 15% en 2022. Et les pétroles le pétrole est en légère baisse, alors qu'en 2021, c'était l'explosion haussière. Oui. Cette année, le pétrole est en baisse. Je suis sûr que vous posez la question à n'importe qui. Quelle est la tendance du pétrole cette année? Tout le monde dit l'envolée haussière. Faux. C'était vrai il y a 6 mois. Depuis juin dernier, c'est la chute libre. Idem pour le cuivre. Que se passe-t-il? Le Brent, le pétrole US, même le pétrole russe de l'Oural, ils sont tous retombés à $60. Ou proche. Le cuivre perd 15%. Que se passe-t-il? Alors, est-ce que c'est la Chine ou est-ce que c'est cette récession latente qui se met en place? En tout cas, moi, je me méfie énormément du message que donnent les matières premières. Alors, pour ce bilan 2022, je vous prépare d'ici la fin d'année pour les prochains Top Gun et Fast and Forex des bilans de ce type-là. Mais voilà, le cuivre et le pétrole nous disent attention, potentiellement donc récession. Et maintenant, l'immobilier résidentiel aux États-Unis. Vous avez sous les yeux l'indice NHM Index, le NHB, le NHMI, qui est un indicateur qui mesure la demande immobilière américaine pour l'immobilier résidentiel. C'est la chute libre. Le secteur immobilier, c'est hyper important aux États-Unis. Regardez la récession. Celle de la crise sanitaire par exemple, ou avant la grande crise financière, l'immobilier s'était retourné le premier. Alors c'est parfois un indicateur très avancé, mais annonçant une récession dans 1 an ou 1 an et demi. En tout cas, moi lorsque je vois ça, et pourquoi la demande immobilière chute? Écoutez, pourquoi à votre avis la demande immobilière chute? La hausse du coût du crédit. Voilà. Ça va être le thème de l'année prochaine. Récession ou soft landing, récession ou pas récession. En fonction de ça, il faudra ajuster de son exposition au marché action, car les conséquences sont diamétralement opposées. Quel impact sur le marché action s'il y a, en cas de soit récession, soit pas de récession, soit un soft landing? Écoutez, historiquement, toutes les récessions se sont accompagnées d'une chute de la valorisation des actions. Toutes. Il n'y a pas de débat. Vous avez ici les datas qui proviennent de gurufocus.com. Depuis 50 ans, les récessions sont mises en surbrillance grise. Et vous avez, pour représenter le marché action, le price earning ratio en bleu, mais beaucoup plus percutant, le price earning de Shiller en vert, qui fait le rapport entre le prix des actions et la moyenne des bénéfices passés retraités de l'inflation depuis 10 ans. Regardez, dans les phases grises, donc qui indiquent les récessions, à chaque fois, une chute des actions. Et donc, c'est bien là, finalement, le débat. C'est bien là le débat. Le marché action, s'il revient sur ses plus bas d'octobre dernier, c'est une opportunité d'achat en cas de soit un soft landing ou absence de récession. Mais si récession il y a l'année prochaine, le retour sur les plus bas d'octobre dernier n'est pas une opportunité d'achat. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir affiner chaque semaine. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est vraiment la meilleure façon de nous aider. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine à tous.